l'écoulement des résultats des élections générales de mercredi se poursuivait jeudi en Sierra Leone. Face à la pression de l'opposition, la Commission électorale nationale appelle à la patience. En Côte d'Ivoire, le RDR, le parti présidentiel, a annoncé jeudi que le projet de parti unifié sera bientôt une réalité. Cette annonce intervient alors que le PDCI a exclu l'idée pour l'élection de 2020. Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est en prison depuis 365 jours. Durant tout ce temps, ses partisans n'ont pas cessé de sonner la mobilisation pour réclamer sa libération. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le RDR, le parti présidentiel, a annoncé jeudi que le projet de parti unifié pour diriger le pays sera bientôt une réalité. Cette annonce intervient alors que le PDCI, son grand allié au sein de la coalition au pouvoir, en a exclu l'idée avant les prochaines élections prévues pour 2020. Reportage. Le parti unifié sera très bientôt une réalité, selon Mamadou Touré, secrétaire général délégué et porte-parole du Rassemblement des Républicains RDR, le parti du président Alassane Ouattara. Une déclaration en contradiction avec la position actuelle de son allié, le PDCI. Mardi dernier, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, de l'ancien président Henri Konan Bédié, a affirmé qu'il présenterait un candidat à la présidentielle de 2020, estimant que le projet de parti unifié n'était pas d'actualité. Le PDCI, qui prévoit un grand rassemblement samedi prochain à Yamoussoukro, devrait dire à ses militants que le projet de parti unifié pourrait attendre après la présidentielle de 2020. Le PDCI est allié au RDR depuis l'élection à la présidence d'Alassane Ouattara en 2011, une alliance qui était censée aboutir rapidement à un parti unifié en vue de la présidentielle de 2020. Toutefois, cette volonté de fusion des deux partis voulue par le président Alassane Ouattara n'a pas abouti en raison de réticences au sein de son propre parti comme au sein du PDCI qui estime qu'il fallait un candidat par parti à la prochaine présidentielle. Au Niger, le parti qui a porté Issoufou Mahamadou au pouvoir veut le conserver en 2021 pour atteindre cet objectif. Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme mise sur la jeunesse. Le 3e congrès ordinaire de l'organisation de la jeunesse Taraya a été l'occasion de lancer le mot d'ordre de la mobilisation permanente. Plus de détails avec notre correspondant au Niger, Abdul Karim Mahamadou. En prélude à son prochain congrès ordinaire prévu avant la fin du mois, le parti au pouvoir procède au renouvellement de ses différentes structures. Le parti qui a porté Issoufou Mahamadou à la magistrature suprême veut conserver le pouvoir en 2021 après le deuxième et dernier mandat constitutionnel de son leader. Le Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Taraya mise sur la force de sa jeunesse qui vient de tenir son 3e congrès ordinaire et qui a consacré la mise en place d'un nouveau bureau. Nous sommes un parti qui a désormais définitivement fait le pari de l'avenir. Nous avons fait le pari de l'avenir et nous avons même fait plus que cela. Nous avons plus précisément fait le pari de la victoire sur l'avenir. Les jeunes du parti savent qu'ils représentent une force, mais ils ont besoin d'appui et d'encadrement de leurs aînés. Ils font le pari de relever le défi. Ce que nous attendons de nos aînés, justement, c'est cette confiance qui semble déjà nous témoigner. Et donc, elle est importante et elle va nous permettre de mener à bien le travail. Et donc, en partant de cette confiance, nous savons très clairement qu'avec leur soutien, nous pourrions faire partie. Nous sommes jeunes, nous avons de l'énergie, nous avons de la jeunesse. Et comme il l'a rappelé, nous avons aussi l'intelligence pour pouvoir faire véritablement le travail qu'eux, aujourd'hui, ils ne vont pas faire véritablement, puisqu'ils ont l'aîné dans la gestion des affaires de l'État. Donc nous allons promouvoir toutes les valeurs qu'ils ont déjà promis et nous allons essayer de faire en sorte que notre jeunesse, nous puissions la faire valoir à travers tout son dynamisme. Le parti a fait le choix de la continuité des actions du président Issoufou Mahamadou. L'actuel président du parti, Bazoum Mohamed, candidat à sa propre succession au prochain congrès, fait l'unanimité et bénéficie d'un soutien total du président de la République.
Au Sénégal, le maire de Dakar, Khalifa Sall, est en prison depuis 365 jours. Durant tout ce temps, ses partisans n'ont pas cessé de sonner la mobilisation pour réclamer sa libération. C'était encore le cas dans l'après-midi de mercredi dernier à la mairie de Dakar. Des précisions avec Tchèque Berthe, notre correspondant sur place. 7 mars 2017 au 7 mars 2018, cela fait exactement un an que le maire de Dakar, Khalifa Sall, est en prison. Pour marquer cet anniversaire, ses partisans se sont largement mobilisés ce mercredi après-midi à la mairie de Dakar pour lui manifester leur soutien. Habillés à l'effigie du maire, ils étaient plusieurs à brandir des pancartes pour appeler à la libération de Khalifa Sall. Dans la foule, des leaders de l'opposition étaient présents aux côtés des proches et amis de Khalifa Sall qui continuent de dénoncer une arrestation politique. Cette date d'aujourd'hui, c'est 365 jours de détention arbitraire et peu abusive du député maire. Et nous pensons que trop est trop, trop c'est trop. L'honorable député maire Khalifa Ababacar Sall ne mérite pas. Notre pays, le Sénégal, ne mérite pas ça. On est venu renouveler notre force, renouveler la confiance et pour montrer aux Sénégalais et aux Sénégalaises qu'on est toujours derrière M. Khalifa Sall. Khalifa Sall, depuis sa prison, attend le verdict de son procès qui sera rendu le 30 mars prochain. Il est accusé de détournement de deniers publics, de faux, usage de faux et association de malfaiteurs. Lors de son procès qui s'est terminé le 23 février dernier, le procureur de la République a requis contre Khalifa Sall 7 années de prison, assortie d'une amende de 5 490 millions de francs CFA, soit 3 fois le montant qui aurait été détourné par Khalifa Sall et ses co-accusés. Merci Tchèque Berthe depuis Dakar. Le dépouillement des résultats des élections générales de mercredi se poursuivait jeudi en Sierra Leone. Le principal parti d'opposition dénonçait déjà une tentative d'intimidation du pouvoir après un raid policier chez son candidat. De son côté, la Commission électorale nationale de Sierra Leone appelle déjà à la patience. Reportage. Les scrutins en Sierra Leone pour élire un nouveau président, les membres du Parlement et les conseillers locaux se sont déroulés mercredi. Aucun taux de participation n'a été annoncé, mais plus de 3,1 millions d'électeurs étaient inscrits pour participer au scrutin. Au lendemain du vote, la NEC n'a pas donné d'indication sur le moment où elle publierait ses premiers résultats. La principale formation de l'opposition a protesté contre l'intervention mercredi en soirée de la police dans une résidence de son candidat à la présidentielle, l'ancien général Julius Maada Bio, au cours de laquelle les policiers ont examiné plusieurs ordinateurs portables. Selon un porte-parole du parti, il s'agit d'un acte d'intimidation visant à nuire à la régularité du scrutin, alors que le système de vote dans le pays est entièrement manuel. Quant à la Commission électorale nationale de Sierra Leone, elle demande à toutes les parties prenantes d'être patientes et pacifiques. Le président de la Commission électorale nationale a rajouté que la commission privilégiait l'exactitude par rapport à la rapidité. La NEC a confirmé jeudi que l'un de ses agents avait été arrêté pour avoir rempli à l'avance certains bulletins de vote à Waterloo. Si aucun des 16 candidats n'obtient 55% des voix, un second tour sera organisé dans un mois, une hypothèse d'autant plus probable que le président sortant, Ernest Bai Koroma, ne peut se représenter après 2 mandats de 5 ans. En République démocratique du Congo, le nouveau code minier qui pourrait fortement taxer le cobalt sera bientôt promulgué. Face donc à la crainte des multinationales du secteur minier qui ne cachent pas leur inquiétude, le président Joseph Kabila a promis un dialogue constructif. C'était lors d'une rencontre qu'il a tenue mardi avec les 7 principaux opérateurs miniers du pays. Lors d'une rencontre d'au moins 7 heures mardi dernier, le président Joseph Kabila et les 7 principaux opérateurs miniers du Congo ont convenu de traiter au cas par cas les problèmes suscités par la révision du code minier très libéral de 2002. Le chef de l'État a assuré aux opérateurs miniers que leurs préoccupations seront prises en compte à travers un dialogue constructif avec le gouvernement après la promulgation de la nouvelle loi minière en vue de trouver un terrain d'entente. Les opérateurs du secteur avaient sollicité cette réunion avec le président Kabila pour exprimer leurs craintes face à la révision à la hausse du taux de la redevance versée à l'État et à la suppression d'une clause qui assurait la stabilité des termes des contrats sur une période de 10 ans.
Adopté au Parlement fin janvier dernier, le Code minier réformé en instance de promulgation instaure une redevance avec le taux de 10% pour les métaux stratégiques, notamment le cobalt, dont la République démocratique du Congo est le premier producteur mondial. L'ancien code prévoyait un taux de 2% pour le cuivre et le cobalt, minerais dont la demande explose sur le marché international. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson s'est entretenu avec le président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat, à Addis Abeba en Éthiopie, première étape d'une tournée sur le continent qu'il va poursuivre jusqu'au 13 mars prochain. Une rencontre au cours de laquelle Moussa Faki a appelé à tourner la page des propos attribués au président américain Donald Trump sur les pays de merde. Reportage. Au cours d'une rencontre d'une heure jeudi au siège de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne, Rex Tillerson et Moussa Faki Mahamat ont discuté de contre-terrorisme, sécurité, commerce, développement, corruption et conflits. Cette visite du secrétaire d'État américain fait suite à la polémique sur les pays de merde, une expression qu'aurait utilisée Donald Trump pour qualifier Haïti et des pays africains lors d'une réunion à huis clos janvier dernier. Une déclaration qui avait suscité un énorme tollé en Afrique. Mais le président de la Commission de l'Union africaine a assuré que cette polémique faisait désormais partie du passé. Cette première tournée africaine du secrétaire d'État américain, qui doit aussi se rendre à Djibouti, au Kenya, au Tchad et au Nigeria, a été décrite comme un voyage d'écoute des priorités des Africains. Le but de mon voyage sur ce continent est d'écouter. Je pense qu'il est important d'écouter quelles sont les priorités des pays de ce continent et de voir où il y a un alignement entre leurs priorités et les domaines importants pour nous. Et je pense que nous avons déjà constaté qu'il y en a beaucoup et que cela ne devrait surprendre personne. L'Union africaine est véritablement une force du bien et nous sommes reconnaissants à l'Union africaine du rôle qu'elle joue dans la recherche de solutions pour aider ce continent à progresser vers une plus grande stabilité, en reconnaissant la santé, la sécurité et les progrès en matière de sécurité nationale, de développement économique et de stabilité politique. Les deux hommes ont évoqué le soutien américain aux forces antiterroristes africaines déployées en Somalie et au Sahel, mais aucun nouvel engagement concret n'a été annoncé. Le secrétaire d'État américain a également mis en garde les pays africains contre le risque de dépendance aux investissements chinois et les a appelés à considérer les termes de ces investissements au risque de perdre leur souveraineté. 41e journée internationale des droits des femmes, c'était jeudi. À l'occasion, Édouard Philippe a appelé l'ensemble de la société française à s'impliquer dans la promotion de l'égalité femmes-hommes. C'était à l'issue d'un comité interministériel qui a adopté plusieurs dizaines de mesures. Reportage. L'édition de la journée dédiée à la femme a eu un saut spécial en France. Le Premier ministre Édouard Philippe a promis que la promotion de la culture de l'égalité entre les femmes et les hommes ne se fera pas seulement par des déclarations officielles. Des mesures pratiques ont été prises et accompagnées de moyens conséquents pour leur mise en œuvre. Aux femmes victimes de violences, nous voulons garantir un accompagnement irréprochable. 5000 places d'hébergement seront offertes en 2018. Et les demandeuses d'asile, comme a déjà eu l'occasion de le dire le président de la République, qui sont victimes de violences ou de traite, bénéficieront par ailleurs d'un hébergement et d'un accompagnement adapté. Là encore, les chiffres en matière de violence sont préoccupants, incroyablement préoccupants à certains égards. Le ministre de l'Éducation nationale a indiqué qu'un référent égalité serait prochainement nommé dans chaque établissement scolaire. L'idée est simple, mais elle est excellente. Il s'agit de pouvoir faire en sorte que dans chaque établissement scolaire, on sache qui aller voir, quelle est la personne ressource, quel est celui ou celle qui va justement incarner, porter ce combat, cette exigence, diffuser cette culture, la transmettre. Des crédits d'un montant de 420 millions d'euros sont prévus en interministériel pour mettre en œuvre l'ensemble des mesures que je viens d'évoquer.
Pour développer l'entrepreneuriat féminin, un réseau national de mentorat sera créé avec le soutien de l'agence France Entrepreneur. Un autre objectif est de porter à 40% la proportion de femmes à la tête des fédérations et associations sportives. Très bon week-end à chacun et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.